Reste à la maison et garde le chat. Tu seras sûrement malade en avion. C'est ce qu'a crié ma belle-mère lorsqu'elle a invité toute sa famille en vacances à Dubaï. Et pourtant, il y a à peine un mois, je lui avais acheté une villa à Neuilly-sur-Seine pour 4 millions d'euros. Lorsqu'ils sont partis, j'ai immédiatement vendu cette propriété pour acheter un appartement de luxe à Cannes. Quand ma belle-mère est rentrée, elle a piqué une crise d'hystérie en voyant cela. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous lisez. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir et vous présenter des histoires encore plus passionnantes. Le soleil matinal illuminait les immenses baies vitrées du salon. Cette luxueuse maison à 2 étages était le fruit de nombreuses années de travail acharné d'Alice, qui avait monté son entreprise de zéro. Elle avait acheté cette villa d'une valeur de 4 millions d'euros il y a tout juste un mois. En la payant comptant avec ses propres économies, Alice réajusta son élégant foulard en soie devant le miroir, puis se dirigea vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Elle s'efforçait toujours d'être une bonne épouse et une belle fille dévouée, prenant soin des tâches ménagères, malgré un emploi du temps professionnel extrêmement chargé. Ce jour-là, la famille de son mari s'était réunie dans le salon. Dès le matin, c'est une grande effervescence y régnait, car Madame Brigitte, la belle-mère d'Alice, avait invité sa fille, et par conséquent la belle-sœur d'Alice, Chloé. Alice dressa soigneusement la table de la salle à manger. Elle servit les viennoiseries et les plats que son mari et sa belle-mère adoraient. Quand tout fut prêt, elle passa au salon. Madame Brigitte était assise sur le canapé principal, a le visage rayonnant. Sébastien, l'aimant d'Alice, était assis à côté d'elle, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Chloé avait également pris place tout près de sa mère. Ils étaient tous incroyablement animés et excités. Alice s'approcha et s'assit sur l'un des fauteuils, essayant de se joindre à cette atmosphère joyeuse. C'est alors que Madame Brigitte sortit de son sac à main une épaisse enveloppe avec une immense fierté. Elle la posa sur la table basse en verre. « J'ai une surprise pour vous tous », annonça-t-elle d'une voix forte. Le sourire aux lèvres, Sébastien et sa sœur regardèrent immédiatement l'enveloppe avec une immense curiosité. La belle-mère ouvrit lentement l'enveloppe et en sortit plusieurs petits cartons allongés qui s'avérèrent être des cartes d'embarquement. Elle les distribua une à Sébastien et à sa fille. Alice observait la scène avec attention. Elle remarqua qu'il s'agissait de billets d'avion pour des vacances à l'étranger, la destination de rêve dont Madame Brigitte parlait sans cesse depuis plusieurs mois, à savoir Dubaï. Alice attendit patiemment son tour pour recevoir son billet. Elle se dit que c'était peu, être le moment où sa belle-mère allait enfin apprécier tous ses efforts, étant donné que la luxueuse villa dans laquelle il se trouvait était un cadeau de sa part. Cependant, après avoir remis les billets à Sébastien et Chloé, Madame Brigitte plia l'enveloppe et la rangea dans son sac. Il ne restait aucun billet sur la table. Alice garda le silence un instant. Elle essayait de rester positive. Être que son billet était resté à l'intérieur ou qu'il y avait eu une erreur d'impression. D'une voix douce et polie, elle osa demander à sa belle-mère où était son billet. Si elle prenait un autre vol, ou ce qu'il en était. Un silence de mort s'abattit sur le salon. Sébastien cessa de fixer son téléphone et jeta un bref regard à sa femme. Sans prononcer un seul mot, Chloé, quant à elle, réprimait difficilement un rire en se couvrant la bouche de la main. Madame Brigitte toisa Alice de haut en bas avec mépris. Le sourire fier sur son visage se transforma en une fraction de seconde en une grimace cynique. Elle se pencha en avant et fixa Alice d'un regard perçant. « Et pourquoi devrais-tu venir? Reste à la maison et garde le chat. Tu seras sûrement malade en avion de toute façon. Tu ne ferais que nous faire honte devant tout le monde. » hurla la belle-mère, sa voix perçante, résonnant dans tout le salon.
Ces mots furent prononcés sans la moindre once de culpabilité. Pire encore, après avoir proféré cette insulte, Madame Brigitte éclata d'un rire bruyant, comme si humilier sa belle-fille était la blague la plus drôle du monde. La belle-sœur se mit également à rire aux éclats, faisant écho à sa mère. Alice sentit une oppression étouffante dans sa poitrine. Elle regarda Sébastien, espérant que son mari prendrait sa défense, ou au moins ferait une remarque à sa mère, mais il resta silencieux. L'homme se replongea dans son téléphone. Il était trop absorbé par la vérification de son itinéraire de voyage pour se soucier des sentiments de sa femme, qui venait d'être humiliée sous ses propres yeux. À cet instant, Alice comprit une chose: peu importe la fortune qu'elle dépenserait pour eux et les efforts qu'elle ferait pour être une belle-fille dévouée, à leurs yeux, elle ne serait toujours qu'une étrangère dont le seul rôle était de financer leur train de vie. Il n'y avait en eux pas une once de respect ni d'amour. La tristesse qui l'avait envahie au départ se transforma lentement en une froide détermination. Alice ne pleura pas, ne se mit pas en colère et ne cria pas sur sa belle-mère. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration, calmant la tempête dans son cœur, puis elle se leva calmement de son fauteuil, leur adressant un léger sourire qui était extrêmement difficile à déchiffrer. « Très bien. Dans ce cas, je vais dans ma chambre, » dit-elle d'une voix indifférente et posée. Elle se retourna et quitta le salon. Elle entendait encore l'écho des rires de sa belle-mère et de sa belle-sœur, qui se moquaient d'elle, la traitant de fille de province indigne de mettre un pied à l'étranger. Alice monta les marches jusqu'au premier étage d'un pas assuré. Dès qu'elle fut dans sa chambre, elle ferma hermétiquement la porte. La chambre était spacieuse et chaleureuse, mais Alice n'avait aucune envie de se détendre. Elle se dirigea droit vers le coin de la pièce, où un solide coffre-fort en acier était encastré dans le mur. Elle tapa la combinaison de chiffres sans la moindre erreur, et ses mains ne tremblèrent même pas. La porte du coffre s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient d'importants documents d'entreprise et des titres financiers. Alice attrapa une épaisse chemise verte, la posa sur le lit et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait l'acte authentique de vente et l'extrait du registre de la publicité foncière confirmant son droit de propriété sur cette magnifique résidence. Elle lut le nom figurant sur le document officiel. La propriété était enregistrée exclusivement à son nom. Un mois plus tôt, lors de l'achat, Sébastien avait insisté pour que son nom soit ajouté à l'acte, mais Alice avait fermement refusé, prétextant des formalités fiscales. Aujourd'hui, elle se sentait indiciblement reconnaissante envers elle-même pour cette décision. La maison lui appartenait à 100% et elle avait le droit d'en faire ce qu'elle voulait. Un plan précis commença à se dessiner dans son esprit. Alice s'assit sur le bord du lit, caressant de la main le précieux document. Ses pensées vagabondèrent vers les événements du mois précédent. C'est à ce moment-là qu'elle avait retiré une part importante des bénéfices de son entreprise pour acheter cette luxueuse villa, dans l'espoir de gagner l'acceptation et l'amour de Madame Brigitte. Durant toutes ces années de mariage avec Sébastien, Alice avait toujours été prise de haut. Sa belle-mère ne cessait de lui faire des remarques désobligeantes, lui reprochant de n'apporter aucune utilité à leur famille. Pourtant, la vérité était que c'était Alice qui payait toutes les factures quotidiennes, les mensualités des locations de voitures et les gigantesques notes d'électricité. Sébastien ramenait rarement des revenus décents à la maison, car ses idées commerciales se soldaient toujours par des échecs, et il finissait invariablement par demander des injections de fonds à sa femme. Lorsqu'Alice avait tendu pour la première fois les clés de cette maison à sa belle-mère, Madame Brigitte semblait effectivement très heureuse. Cependant, sa joie ne découlait pas de sa gratitude envers sa belle-fille, mais du fait qu'elle pouvait se vanter de sa nouvelle résidence auprès de ses riches amis. Dès le premier jour après le déménagement, Madame Brigitte avait accaparé la chambre principale au rez-de-chaussée, prétextant des douleurs articulaires, pour éviter de monter les escaliers.
Elle avait forcé Alice et Sébastien à occuper une chambre plus petite à l'étage. Pire encore, son comportement devenait de jour en jour plus insolent. Elle s'était mise à traiter Alice comme une domestique, lui ordonnant de cuisiner, de faire la lessive et de nettoyer chaque recoin de la grande maison. Tout cela reposait sur ses épaules. La bonté d'Alice avait été payée par une noire ingratitude. Tous ses sacrifices s'étaient avérés totalement vains. Le jour du départ arriva. Ce matin-là, la maison était encore plus bruyante que d'habitude. Dans le hall trônait une rangée d'immenses valises. Sébastien appelait nerveusement la compagnie de transport, s'assurant que le transfert de luxe commandé pour l'aéroport de Roissy arriverait à l'heure. Chloé n'arrêtait pas de se regarder dans le miroir, retouchant son maquillage prononcé, prête à prendre des centaines de photos dès son entrée dans le terminal. Pendant ce temps, Madame Brigitte faisait les 100 pas dans le salon, vérifiant nerveusement ses bagages. Alice se tenait dans un coin, observant l'agitation fébrile de la famille de son mari. Sans la moindre intention de les aider, elle avait pris la ferme décision qu'elle ne serait plus la servante de personne qui ne connaissait pas le mot merci. Le van noir de luxe finit par s'arrêter devant le portail en fer forgé. Le chauffeur sortit et commença à charger les lourdes valises dans le coffre. Sébastien s'approcha d'Alice, qui se tenait près de la porte, au lieu de lui faire des adieux affectueux ou de s'excuser pour la situation d'il y a quelques jours. Il tendit simplement la main. « Tu as bien augmenté le plafond de ma carte de crédit. N'est-ce pas? Je ne veux pas me retrouver là, bas sans ressources. Maman sera furieuse si nous ne pouvons pas faire les boutiques, » dit-il sans la moindre once de gêne. Alice hocha légèrement la tête. Sans prononcer un mot, voyant la soumission de sa femme, Sébastien se retourna immédiatement et se dirigea vers la voiture. Au même instant, Madame Brigitte s'arrêta sur le pas de la porte. Elle regarda Alice avec arrogance, telle une reine, donnant ses derniers ordres à sa sujette. « Retiens bien mes mots. Quand je rentrerai dans une semaine, cette maison doit étinceler. C'est compris? Je ne veux pas voir le moindre grain de poussière. Occupe-toi de ton chat et ne traîne pas en ville. » Lança la belle-mère d'un ton autoritaire et humiliant. « Bien sûr. Maman. Bon voyage, » répondit Alice avec un sourire d'un calme irréprochable. Madame Brigitte renifla de mépris et monta dans le vent. Sébastien et Chloé la rejoignirent. Les portes se refermèrent et le véhicule franchit lentement le portail, s'éloignant jusqu'à disparaître derrière le virage. Dès que la voiture disparut de son champ de vision, le sourire sur le visage d'Alice s'éteignit instantanément. Il fut remplacé par un regard perçant, peu froid et calculateur. Alice essuya une larme solitaire qui avait perlé au coin de son œil. C'était la dernière larme qu'elle versait pour cette famille de parasites. Elle prit une profonde inspiration. Se libérant de la compassion qui l'avait entravée pendant si longtemps, elle rentra dans la maison et verrouilla la porte d'entrée. Elle se rendit dans le salon, que prit son téléphone, et chercha un numéro précis. Il appartenait à une vieille amie, qui était aujourd'hui l'une des meilleures agentes immobilières de Paris. Alice porta le téléphone à son oreille. Écoutant la sonnerie, elle n'eut pas à attendre longtemps. L'appel fut décroché. « Bonjour. En quoi puis-je t'aider si tôt le matin ?» demanda son amie. « J'ai besoin de ton aide. Et tout de suite, vends cette maison aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Baisse le prix autant qu'il le faudra. À condition que l'acheteur paie comptant et finalise la transaction avant ce soir, » déclara Alice d'une voix ferme. Sans l'ombre d'une hésitation, son amie resta figée de surprise, demandant la raison d'une décision si soudaine, d'autant plus que la villa avait été achetée il y a à peine 1 mois. Alice ne voulait cependant pas perdre de temps en longues explications. Elle précisa seulement que c'était une décision irrévocable et qu'elle avait besoin d'un acheteur prêt à reprendre la propriété dans l'immédiat. Elle lui demanda également de trouver d'urgence un notaire.
afin que tout le processus de changement de propriétaire se déroule en toute légalité le jour même. Après avoir accroché, Alice alla dans la cuisine. Son chat adoré était sagement assis sur le rebord de la fenêtre. Elle le prit dans ses bras, caressant doucement son pelage. Elle regarda autour d'elle l'immense pièce, remplie de meubles hors de prix, que sa belle-mère affectionnait tant. Ils nous ont dit de garder cette maison, mais malheureusement, elle ne leur appartiendra bientôt plus, murmura-t-elle au chat. Son plan de vengeance venait d'entrer en action, et Alice comptait bien s'assurer qu'à leur retour, ils n'auraient nulle part où aller. Ces gens arrogants allaient bientôt perdre leur palais. Quelques heures à peine après le départ de la famille pour l'aéroport, une voiture de luxe s'arrêta devant le portail. Alice, qui attendait déjà sur la terrasse, descendit les marches pour accueillir les invités. Son amie agente immobilière sortit du côté conducteur, et du siège passager descendit une femme d'âge moyen, vêtue d'un tailleur impeccable. Cette femme était un médecin reconnu à Paris, propriétaire d'une chaîne de cliniques de médecine esthétique. L'ami présenta immédiatement la femme comme une acheteuse potentielle, qui cherchait justement une propriété adaptée pour une nouvelle clinique dans ce quartier prestigieux. Sans plus tarder, Alice les invita à entrer pour leur faire visiter la vaste résidence. Le médecin fut très impressionné dès l'instant où elle franchit le seuil du salon. Elle s'émerveilla devant les finitions élégantes, les hauts plafonds et la disposition parfaite des espaces. Alice leur montra le vaste salon, la cuisine moderne équipée d'appareils haut de gamme, et enfin la chambre principale au rez-de-chaussée, jusqu'alors occupée par Madame Brigitte. Un désordre laissé par la belle-mère régnait encore dans cette chambre. Des vêtements hors de prix, payés par Alice, traînaient sur le lit, et dans le dressing vitré trônait une collection de sacs à main et de chaussures de créateur. Alice l'informa brièvement que la maison était vendue avec tous ses équipements fixes et ses meubles imposants. En revanche, les effets personnels seraient retirés le jour même. Après avoir visité l'ensemble jusqu'à l'étage supérieur, le médecin hocha la tête. Avec satisfaction, elle exprima un immense intérêt pour l'achat. L'ami d'Alice passa donc aux négociations de prix. Alice proposa un montant drastiquement inférieur à la valeur marchande de la villa de Neuilly-sur-Seine. Le prix était si attractif que l'agente immobilière en écarquilla les yeux de stupeur. Alice posa cependant une condition non négociable. Le paiement devait être effectué par un virement bancaire instantané de la Banque de France, et l'acte authentique devait être signé dans l'heure qui suivait. Le médecin, qui disposait des liquidités nécessaires sur ses comptes professionnels, n'émit pas la moindre objection. Au contraire, elle considérait cela comme l'affaire du siècle. En l'espace de quelques dizaines de minutes, un notaire prévenu à l'avance fit son apparition dans le salon avec un dossier rempli de documents. Ils s'assirent ensemble autour de la grande table de la salle à manger, cette même table où la famille de Sébastien aimait tant festoyer avec l'argent d'Alice. C'est là qu'eut lieu la signature de l'acte notarié. Alice apposait ses signatures avec une incroyable légèreté dans le cœur. Il n'y avait pas l'ombre d'un regret sur son visage. Une fois les formalités accomplies, le médecin passa un appel à son comptable, ordonnant le virement immédiat de la somme convenue sur le compte privé d'Alice. Quelques minutes plus tard, le téléphone d'Alice vibra. La notification de l'application bancaire illumina l'écran, confirmant que des millions d'euros venaient d'arriver sur son compte. La transaction était terminée. La maison ne lui appartenait officiellement plus. Surtout, elle avait cessé d'être un hôtel gratuit pour la famille de Sébastien. Le docteur laissa Alice jusqu'à la fin de l'après-midi pour emballer ses affaires, avant d'envoyer sa propre équipe de nettoyage. Dès le départ des invités, Alice se mit à agir à la vitesse de l'éclair. Elle avait déjà commandé une entreprise de déménagement, dont les camionnettes se garèrent un instant plus tard. Plus d'une dizaine d'ouvriers robustes entrèrent avec des piles d'immenses cartons. Alice leur donna des instructions claires et fermes.
Elle leur ordonna de jeter dans les boîtes absolument toutes les affaires appartenant à Sébastien, à Madame Brigitte et à Chloé, sans se soucier un seul instant de les plier, jeter simplement tout dans les cartons, les vêtements, les chaussures, les sacs à main, les cosmétiques, les bibelots, tout ce qui vous tombe sous la main. Vous n'avez pas besoin d'être prudent. L'important, c'est que la maison soit vide. Instruisit-elle les employés. L'équipe s'activa à une vitesse fulgurante. Les armoires de Madame Brigitte furent vidées en un clin d'œil. La collection de sacs à main dont elle aimait tant se vanter auprès de ses amis gisait désormais écrasée au fond de boîtes grises. Les affaires de Sébastien de la chambre à l'étage subirent le même sort. Ses costumes hors de prix, ses montres et ses chaussures en cuir furent raflés. Alice supervisa attentivement tout le processus, veillant seulement à ce que rien de ce qui lui appartenait ne soit emballé. Elle ne prit pour elle que quelques vêtements de rechange, les documents les plus importants de l'entreprise, ses bijoux, ainsi que le coussin préféré et les accessoires de son chat. Elle laissa le reste des équipements qu'elle n'avait pas eu le temps de déménager en guise de bonus pour la nouvelle propriétaire. Une fois tous les cartons scellés avec du ruban adhésif et chargés à l'arrière des véhicules, le chef d'équipe demanda l'adresse de livraison. Alice lui donna l'adresse qu'elle avait préparée à l'avance. Elle avait loué un box dans un vieil entrepôt en tôle dans la zone industrielle d'Aubervilliers. C'était un endroit entouré de garages mécaniques, de hangars rouillés et de routes boueuses. L'air y était lourd, poussiéreux et étouffant. Alice avait choisi cet endroit, à dessein. C'était bon marché. Et à des années-lumière de tout luxe, elle paya 1 mois de location à l'avance et ordonna aux ouvriers de jeter tous les cartons dans un coin de cette boîte en ferraille surchauffée par le soleil, puis de la verrouiller avec un cadenas. En fin d'après-midi, la magnifique villa fut vidée de ses douloureux souvenirs. Alice prit la cage de transport avec son chat, se dirigea vers la sortie, verrouilla la porte et remit la clé au gardien de la résidence pour qu'il la transmette à la nouvelle propriétaire. Elle monta dans le taxi commandé pour l'emmener à l'aéroport de Roissy. Elle ne se retourna pas une seule fois. L'immense fardeau qui pesait sur ses épaules depuis des années s'était tout simplement évaporé. Elle se sentait comme un oiseau libéré d'une cage dorée, mais tapissé d'épines empoisonnées. Quelques heures plus tard, Alice était confortablement installée dans le salon privilège de l'aéroport. La zone réservée aux passagers de première classe était calme et luxueuse. Alice sirotait un excellent café, caressant doucement son chat endormi à ses côtés. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil à l'écran de son téléphone, échangeant des messages avec son avocat et un agent immobilier de la Côte d'Azur. Son nouveau plan de vie était peaufiné dans les moindres détails. Elle venait de confirmer le virement pour un magnifique appartement avec terrasse dans un quartier exclusif de Cannes. Just à Porty la Play. Les fenêtres offraient une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Le complexe disposait d'une piscine privée. À l'extérieur, d'un espace vert où son chat pourrait courir en toute sécurité. La confirmation d'achat s'afficha sur l'écran. Les clés l'attendraient dès son atterrissage à Nice. Alice sourit avec satisfaction. Elle regarda à travers l'immense baie vitrée du terminal, observant les avions décoller, sa nouvelle vie, tout libre de ses parasites impitoyables, venait de commencer. Elle se demandait comment réagirait sa belle-mère lorsqu'elle réaliserait que toute cette arrogance dont elle avait fait preuve pendant des années était bâtie sur des châteaux de sable que la vague venait d'emporter. Elle prit une autre gorgée de café, attendant l'invitation à embarquer avec un cœur rempli d'une paix profonde et du goût de la victoire. Pendant qu'Alice savourait le silence dans le salon, des scènes bien différentes se déroulaient à des milliers de kilomètres de là. L'air chaud frappa le visage de Madame Brigitte dès qu'elle franchit les portes vitrées du terminal des arrivées à l'aéroport international de Dubaï. Elle prit une grande inspiration, s'imprégnant de l'atmosphère, qui lui paraissait bien plus luxueuse que l'air de son propre pays. Elle bomba fièrement le torse, jetant des regards hautains aux touristes qui la croisaient.
Sébastien marchait devant elle, poussant un chariot surchargé de grandes valises, tandis que Chloé était occupée à filmer des vidéos pour les réseaux sociaux, montrant à tout le monde où elle se trouvait. Ils avaient réservé un van de luxe avec un chauffeur privé, censé les conduire directement à leur hôtel dans le centre-ville. Tout au long du trajet, Madame Brigitte ne cessa de s'émerveiller devant les paysages. Les comparant avec une supériorité évidente à Paris, elle sentait qu'elle méritait pleinement de fréquenter un cercle aussi élitiste. Entourée de gens de la haute société, elle portait son fils au nu, feignant de croire que ce voyage atrocement cher était le fruit de son immense succès. Elle ne mentionna pas une seule seconde que chaque euro qu'il s'apprêtait à dépenser provenait du travail acharné de sa belle-fille, qu'elle venait de traîner dans la boue et de laisser seule à la maison. « Tu es un fils tellement merveilleux. Sébastien, je savais que ça valait la peine de t'éduquer ainsi. Regarde comme nous passons un moment exceptionnel à l'étranger. Imagine un peu ce qui se serait passé si cette fille inutile était venue avec nous. Elle ne nous aurait fait que honte dans un tel endroit. Les femmes de son espèce ne sont bonnes qu'à rester au fourneau et à nettoyer la litière du chat. » Pérora Madame Brigitte, avec un immense mépris. Ricanant dans sa barbe, Sébastien sourit de fierté en entendant les compliments de sa mère. Il rajusta le col de sa veste avec une assurance exagérée. Chloé renchérit depuis le siège arrière, lançant de nouvelles piques malveillantes au sujet d'Alice. Tous les trois commencèrent à discuter vivement des boutiques exclusives qu'ils allaient visiter en premier et des articles de marque qu'ils allaient s'offrir. Il n'y avait en eux pas une once de gratitude, seulement une pure cupidité et une envie maladive d'étaler la richesse d'autrui. Après être arrivés à leur hôtel luxueux, ils jetèrent rapidement leurs bagages dans la suite et partirent à la conquête de la ville. Leur objectif principal était le grand centre commercial de Dubaï, rempli des marques les plus chères du monde. Chloé courait de vitrine en vitrine, pointant du doigt les derniers modèles de sacs en cuir dont le prix dépassait souvent le salaire annuel d'un employé moyen. Madame Brigitte n'était pas en reste. Elle essayait des manteaux en laine et des talons aiguilles incrustés de cristaux, se comportant comme si elle appartenait à une aristocratie au compte bancaire illimité. Chaque fois qu'il s'approchait de la caisse avec une pile d'achats, Sébastien sortait fièrement sa carte de crédit dorée. La carte fonctionna effectivement lors des premiers petits paiements matinaux, ce qui ne fit qu'endormir sa vigilance. Il n'avait aucune idée que ce seraient ses derniers achats. Avant que le système bancaire ne traite définitivement l'ordre d'Alice de bloquer totalement son accès aux comptes et au plafond. Ordre qu'elle avait donné quelques heures plus tôt. Ils sortirent des boutiques chargées de sacs arborant des logos de luxe, riant aux éclats, totalement inconscients de la catastrophe colossale qui allait s'abattre sur eux de plein fouet d'une minute à l'autre. Le soir venu, après des achats épuisants, Madame Brigitte exigea de dîner dans le restaurant le plus cher des environs. Sébastien, toujours désireux d'impressionner sa mère, demanda immédiatement au concierge une réservation dans un établissement prestigieux, étoilé au guide Michelin. L'endroit était d'un raffinement extrême. Lumière tamisée, musique classique en direct et table dressée avec des nappes d'une blancheur immaculée. Un serveur élégamment vêtu les accueillit et les conduisit à la meilleure table. Dans le coin de la salle, Madame Brigitte s'assit, prenant des poses aristocratiques artificielles, convaincue d'être l'égale des requins de la finance et des millionnaires rassemblés dans la pièce. Le serveur leur tendit des menus dans de lourdes reliures en cuir. Sébastien et sa mère comprenaient à peine les noms des plats, mais Sébastien, guidé par la pure vanité, ne regardait que la colonne des prix les plus élevés sur la droite. Il commanda les fruits de mer les plus chers, des huîtres, du bœuf rare aux truffes et des desserts saupoudrés d'or comestibles. Pour accompagner le tout, il exigea une bouteille de vin dont le prix donnait le vertige. Il mangeait avec une voracité indécente, éclatant régulièrement de rires bruyants qui irritaient de toute évidence les clients des tables voisines, mais il n'en avait cure
Maman, c'est délicieux. Quand nous rentrerons, nous obligerons Alice à nous cuisiner les mêmes choses. Et si elle ne sait pas comment faire, tu auras tout à fait le droit de la punir et de la faire dormir sur le paillasson. Balbutia Chloé. Elle a bouche pleine. Tu parles? Elle n'a même jamais senti l'odeur de tel mets. Alors de là à les cuisiner. Quand nous rentrerons, je veillerai à ce qu'elle nous serve à genoux. Au moindre mot de travers, nous la jetterons à la rue. À partir de maintenant, c'est moi qui gérerai tout l'argent de cette maison, répliqua Madame Brigitte, bouillonnante d'arrogance. Le temps passait vite, ils étaient maintenant repus, et les assiettes de porcelaine étaient vides. Sébastien héla le serveur en claquant malpoliment des doigts. Le serveur s'approcha, portant l'addition dans un élégant étui. Le montant imprimé sur le papier donnait le tournis. Il aurait suffi pour s'acheter une belle voiture. Sébastien sourit avec condescendance et sortit sa carte dorée de son portefeuille. Il la posa sur l'addition et la repoussa d'un geste arrogant. Le serveur s'inclina légèrement et se dirigea vers le terminal de paiement. À peine quelques minutes plus tard, il revint. Son pas légèrement plus lent, il se pencha au-dessus de la table et murmura discrètement à Sébastien « Je suis infiniment désolé. Monsieur, votre carte a été refusée par le système », l'informa-t-il d'un ton calme mais ferme. Sébastien fronça les sourcils. Se sentant profondément offensé, il éleva immédiatement la voix. « C'est impossible. Veuillez réessayer. Votre terminal doit être cassé. Cette carte a un plafond gigantesque. Il n'y a aucune chance qu'elle soit refusée pour payer un repas aussi misérable. » Grogna-t-il. Le serveur garda un professionnalisme total. Expliquant qu'il avait tenté d'autoriser la transaction à plusieurs reprises, cependant, le système de la banque émettrice avait clairement généré un message de blocage d'accès et un refus catégorique de paiement. Le visage de Sébastien commença à blêmir, des sueurs froides perlèrent sur son front, il fouilla rapidement dans la poche de sa veste, les mains tremblantes, en sortit son téléphone, il ouvrit l'application bancaire pour vérifier le solde de son compte. Dès que l'application se chargea, un grand message rouge apparut sur l'écran. Tous les accès, pour les cartes secondaires, ont été révoqués. Le compte principal avait disparu de son interface. Aucun fonds disponible, aucun plafond de crédit. Tout était bloqué à double tour. Le monde de Sébastien venait de s'effondrer en ruines. Il réalisa avec effroi que sa survie financière dépendait à 100% de la femme qu'il avait si cruellement humiliée, et maintenant, cette femme lui avait méthodiquement coupé l'oxygène, et ce, sans le moindre avertissement. Sébastien regarda le visage de sa mère, qui souriait toujours avec hauteur dans l'attente du règlement de l'addition. Il comprit qu'ils étaient coincés dans un pays étranger, sans un sou en poche, avec une dette colossale à payer le soir même. La brise marine caressait doucement le visage d'Alice, confortablement installée sur une chaise longue, au bord de la piscine de son nouvel appartement. Le bruit lointain des vagues avait sur elle un effet incroyablement apaisant. C'était l'exact opposé des cris et des disputes qui avaient empoisonné chacun de ses matins pendant des années. La luxueuse résidence se trouvait juste au bord de la plage. Offrant une vue à couper le souffle sur le grand large, Alice ajusta ses lunettes de soleil et but une gorgée de son cocktail rafraîchissant. Appréciant sa saveur glacée, c'était son 3e jour à Cannes, et elle se sentait renaître, ayant enfin repris le contrôle total de sa vie. Sur la pelouse parfaitement taillée, son chat courait joyeusement après des papillons. La boule de poil profitait manifestement de ce nouvel espace de liberté. À loin des coups de pied et des hurlements de Madame Brigitte, Alice sourit intérieurement en observant son animal. Son esprit était désormais limpide. Couper son mari de son argent avait été la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Pendant toutes ces années, elle avait ravalé sa fierté, cherchant à sauver ce mariage pathétique
et accédant aux caprices de sa belle-mère pour avoir la paix, mais cette paix n'était qu'une illusion qui détruisait à petit feu son estime d'elle-même. Elle posa son verre sur la petite table. Ensuite, elle prit son téléphone, qu'elle avait délibérément mis en mode silencieux depuis l'avant-veille. Lorsque l'écran s'alluma, une avalanche de notifications la submergea. Elle avait des centaines d'appels en absence et des milliers de messages affluant les uns après les autres. La plupart venaient de Sébastien, quelques-uns de Chloé, et le reste provenait de numéros inconnus qu'Alice identifia rapidement comme des notifications de sociétés de microcrédit à taux usuraires. Avec un calme olympien, elle ouvrit sa messagerie. Cette quantité astronomique de messages agressifs ne lui faisait plus la moindre impression. Elle ouvrit la conversation avec son mari. Les premiers messages étaient empreints de panique. Il demandait pourquoi les cartes ne fonctionnaient pas. Quelques heures plus tard, il s'était transformé en fureur et en insulte de charretier. Sébastien la tenait responsable de la honte terrible qu'ils avaient dû subir dans un restaurant exclusif. Le point culminant de sa panique était survenu la nuit dernière. Le message était écrit tout en majuscules. Alice le lut lentement. « Tu es folle ? Tu nous as coupé les vivres. J'ai dû emprunter de l'argent à des usuriers du milieu de la pègre pour pouvoir sortir du restaurant. Attends qu'on rentre. Ma mère te jettera à la rue. » Alice rit doucement, en lisant ces menaces creuses et pathétiques. Cet homme était totalement dépourvu d'instinct de survie. Par quel miracle comptait-il jeter de chez elle la propriétaire légitime ? De plus, il s'était lui-même mis la corde au cou en s'endettant auprès de dangereux usuriers à l'étranger. Juste pour pouvoir acheter des billets de retour, les intérêts chez ce genre d'individu devaient grimper à un rythme astronomique. Elle lui répondit brièvement et de manière concise. Sans la moindre émotion, ses doigts tapèrent rapidement la réponse sur le clavier. Alors rentrez dans votre maison. Après avoir envoyé ce message, qui pousserait certainement Sébastien au bord de la folie, elle ferma l'application. Elle chercha ensuite le numéro de son avocat dans ses contacts. L'appel fut décroché à la deuxième sonnerie. Le juriste en charge de ces dossiers était un avocat expérimenté et brillant qui gérait les affaires juridiques de l'entreprise d'Alice depuis des années. « Bonjour, Madame Alice. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ? L'achat de l'appartement s'est déroulé sans complications ? » demanda l'avocat d'un ton professionnel. « Oui, tout est parfait. Je vous remercie de votre aide, mais nous avons maintenant une affaire beaucoup plus urgente. Je veux que vous prépariez une demande de divorce pour faute exclusive à l'encontre de mon mari. Dès aujourd'hui, je ne veux aucune médiation ni aucun accord à l'amiable. Les documents doivent être déposés au tribunal en urgence, » ordonna Alice d'une voix ferme. L'avocat à l'autre bout du fil resta silencieux une fraction de seconde, puis, en vrai professionnel, confirma immédiatement l'acceptation de la mission. Il lui demanda seulement les arguments clés pour pouvoir bâtir une accusation solide. Alice décrivit de manière factuelle la violence psychologique de longue date, les humiliations et les insultes. Le point culminant de cette histoire étant le récent piétinement public de sa dignité devant sa famille, mais Alice n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Elle gardait en réserve une véritable bombe, qu'elle préparait depuis longtemps. En plus de la demande de divorce, veuillez mobiliser notre service juridique et nos auditeurs. J'ordonne un audit financier complet de tous les projets dans lesquels Sébastien a été impliqué ces 6 derniers mois. J'ai des preuves solides qu'il a falsifié les bilans et détourné l'argent de l'entreprise à grande échelle pour financer les caprices de sa mère et ses propres affaires pitoyables. Rassemblez toutes ces fausses factures. Je veux que vous déposiez une plainte au procureur de la République. Il doit répondre de chaque euro qu'il a volé à mon entreprise. » Ajouta-t-elle sans ciller. L'avocat accepta toutes les directives, promettant de lancer immédiatement les procédures appropriées. Il savait que prouver ses délits financiers ne serait qu'une question de temps. Alice raccrocha. Ressentant un soulagement inimaginable, elle s'allongea à nouveau sur son transat.
Le ciel au-dessus de la mer était d'un bleu d'une incroyable pureté. Elle avait placé tous ses pions sur l'échiquier. Sébastien et sa petite famille marchaient droit dans le piège tendu pour eux. Elle ferma les yeux, laissant les rayons du soleil réchauffer son visage. Savourant le goût de la victoire finale, elle n'avait pas eu besoin de s'abaisser à leur niveau. Il lui avait suffi d'utiliser son intelligence et de laisser le destin, ainsi que le code pénal, et s'occuper du reste. Le rugissement des moteurs s'atténua lorsque l'avion toucha le tarmac de l'aéroport de Roissy à Paris. Ce vol avait été un véritable chemin de croix pour l'équipe de Madame Brigitte. Toute leur prestance et leur arrogance s'étaient volatilisées. Ils franchirent les portes des arrivées, ressemblant à l'ombre d'eux-mêmes. Leurs vêtements étaient froissés et douteux. Le visage de Madame Brigitte était carrément creusé, et de grandes cernes violacées de fatigue marquaient le dessous de ses yeux. Ils avaient dû acheter les billets d'avion les moins chers, avec des escales interminables. En se servant de l'argent sale des usuriers, Sébastien poussait le chariot à bagages en traînant les pieds. Le fardeau qu'il portait dans sa tête était bien plus lourd que celui des valises, pleines à craquer. Il n'arrivait toujours pas à comprendre comment Alice avait pu réduire sa vie à néant en l'espace de quelques minutes. À Dubaï, après l'humiliation avec sa carte, il avait dû supplier à genoux le gérant du restaurant de lui accorder un délai. Grâce à une vague connaissance douteuse, il avait contacté des gens qui lui avaient prêté de l'argent à un taux usuraire qui grimpait d'heure en heure. L'argent en espèces s'était volatilisé à une vitesse fulgurante pour payer le dîner, écourter le séjour à l'hôtel et acheter des billets de retour sur des compagnies à bas prix. Maintenant, les intérêts continuaient de courir, et ils n'avaient même plus un centime en poche. Chloé se traînait derrière eux, se plaignant sans arrêt d'avoir mal aux jambes et de mourir de faim. Madame Brigitte, qui d'habitude se pliait en quatre pour sa fille, ne faisait plus que grogner après elle. Lui disant de se taire, la belle-mère avait l'impression que sa tête allait exploser. Elle était furieuse contre Alice et avait déjà préparé mentalement un discours dans lequel elle anéantirait sa belle-fille dès qu'ils franchiraient le seuil de la villa. Ils sortirent devant le terminal et se dirigèrent directement vers la station des taxis parisiens ordinaires. Il n'était pas question de louer une limousine noire. Sébastien arrêta une voiture vieillissante avec un lumineux sur le toit. Le chauffeur les aida avec dégoût à tasser les énormes malles dans le petit coffre. Madame Brigitte s'engouffra sur la banquette arrière, se plaignant immédiatement à voix haute de l'odeur écœurante du sapin, désodorisant dans la voiture. Le conducteur lança un regard éloquent dans le rétroviseur, mais ravala ses mots. Sébastien donna l'adresse de leur luxueuse villa de Neuilly-sur-Seine. La voix tremblante de nervosité, le trajet à travers un Paris embouteillé, sembla durer une éternité. Pendant tout ce temps, Madame Brigitte grommelait des insultes dans sa barbe. Elle rejetait bien sûr la faute de tous ses malheurs sur Alice. Elle jurait de jeter toutes ses loques à la rue et de changer les serrures. Sébastien se contentait de fixer le vide par la vitre. Essuyant des sueurs froides, il savait que la situation était beaucoup plus dramatique. Il avait même peur d'imaginer ce qui se passerait si Alice avait mis la main sur les documents financiers et découvert ses magouilles. Il préférait cacher cela à sa mère. Après un trajet épuisant, le taxi s'engagea enfin dans les avenues arborées et cossues de Neuilly-sur-Seine. La vue des larges allées et des beaux jardins apaisa quelque peu Madame Brigitte. Elle s'imaginait déjà s'effondrer sur son matelas moelleux dans la chambre principale et ordonner à Alice de lui apporter un bouillon bien chaud. Le taxi ralentit à la recherche du numéro de la propriété. Alors qu'il s'approchait de la bonne parcelle, Sébastien se figea brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent au maximum. Quelque chose n'allait pas du tout. La voiture s'arrêta exactement devant l'adresse où devait se trouver leur havre de paix. Le spectacle qu'ils découvrirent le laissa sans voix. Le portail en fer forgé noir avait été entièrement démonté. L'allée majestueuse était recouverte de palettes de pavés, de tas de gravats et de pots de peinture. Pire encore, au-dessus de l'entrée du bâtiment brillait une immense enseigne lumineuse indiquant clinique de médecine esthétique. Des ouvriers en bleu de travail
s'affairait sur des échafaudages, détruisant sans pitié les moulures décoratives. Quant au jardin dont Madame Brigitte était si fière, il s'était transformé en chantier de construction. Athens. Qu'est-ce qu'ils ont fait du portail? Où nous as-tu emmenés? Sébastien? Hurla Madame Brigitte. Paniqué, en tirant sur la poignée de la portière, Sébastien fut incapable de prononcer un mot. Il paya rapidement le chauffeur avec les dernières pièces qu'il avait trouvées au fond de ses poches et s'extirpa de la voiture. Sa mère et sa sœur se précipitèrent à sa suite. Madame Brigitte resta plantée sur le trottoir, médusée. Fixant ce chaos, elle reconnut la disposition des fenêtres et le volume du bâtiment. L'adresse était la bonne, mais tout avait été mis sens dessus-dessous. Sa fierté, son merveilleux palais, avaient été froidement transformés en local commercial. L'épuisement fit immédiatement place à une explosion de colère. La fureur prit totalement le contrôle d'elle. Elle fit irruption sur la propriété, trébuchant sur des câbles et des sacs de ciment. Les ouvriers, sous le choc, arrêtèrent la meuleuse avec laquelle ils coupaient du carrelage et levèrent les yeux vers cette femme hystérique vêtue d'un manteau coûteux. « Arrêtez ça, fichez le camp. Potus, qui vous a permis de détruire ma maison? Dégagez d'ici à la seconde. » s'époumonna-t-elle à plein poumon. En agitant les bras et en essayant de chasser les travailleurs, le chef de chantier descendit les marches, la regardant avec un mélange de stupéfaction et d'irritation, tenant toujours sa perceuse à la main. « Et vous êtes qui? Madame, veuillez ne pas entrer sur le chantier. Vous allez vous blesser. Cette propriété a été achetée par ma patronne et nous effectuons actuellement une rénovation complète. Si vous ne sortez pas tout de suite et que vous n'arrêtez pas de faire un scandale, j'appelle la sécurité de la résidence et je préviens la police. » Avertit l'homme d'une voix ferme. Madame Brigitte recula d'un pas. Elle haletait bruyamment. N'en croyant pas ses propres oreilles, elle tourna son regard vers Sébastien, qui se tenait toujours paralysé près des valises. Derrière la clôture de fortune, le monde autour d'elle se mit à tourner. Elle tenta de se convaincre que ce n'était qu'un terrible cauchemar. Cependant, la poussière du carrelage scié qui lui piquait le nez prouvait que c'était la réalité la plus douloureuse à laquelle elle devait faire face. Sa villa avait disparu pour toujours, et elle se tenait au bord de la route comme une simple sans-abri. L'altercation devant l'entrée ne fit que gagner en intensité. Madame Brigitte continuait de hurler d'une voix rauque, maudissant les ouvriers. Une partie de l'équipe cessa carrément de prêter attention à elle. Se regroupant à l'écart, ils n'avaient aucune intention de discuter avec une femme qui semblait totalement déconnectée de la réalité. Le chef de chantier avait déjà sorti son téléphone et composait le numéro du poste de garde de la résidence. Sébastien restait immobile sur le trottoir. N'ayant pas le courage de pénétrer sur la propriété, ses pensées galopaient à une vitesse folle. Incapable de trouver la moindre solution logique, Chloé ne faisait que renifler. Pleurant doucement de peur à la vue de la rage de sa mère, soudain, un imposant véhicule tout-terrain de luxe s'arrêta juste à côté d'eux. La portière s'ouvrit et une femme élégante, à la présentation impeccable, descendit. C'était le docteur, la nouvelle propriétaire des lieux. Elle se dirigea d'un pas assuré vers le portail, suivie de près par 2 agents de sécurité costauds de la résidence. Appelé par le chef de chantier, le médecin posa un regard glacial sur Brigitte qui hurlait « Du geste de la main ». Elle ordonna aux ouvriers de reprendre leurs tâches interrompues. Ensuite, elle se retrouva face à face avec la belle-mère d'Alice. « Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Pourquoi faites-vous un esclandre sur le site de mon investissement privé ?» demanda le médecin d'un ton calme. Mais forçant un immense respect, Madame Brigitte haletait lourdement. Ses yeux lançaient des éclairs. Elle pointa le doigt directement sur le visage du médecin, l'accusant que c'était sa maison privée, achetée avec l'argent durement gagné de son fils. Elle se mit à hurler à l'escroquerie.
à l'effraction et au vol de ses biens pendant leur absence, en entendant ces inepties, le médecin ne s'y a même pas. Elle sourit avec pitié et fit signe à son assistante pour que celle-ci lui tende un épais dossier depuis la voiture. Elle en sortit une liasse de documents sur lesquels frappaient l'œil les tampons officiels. Elle s'approcha de Brigitte et Sébastien, puis déplia les papiers. Il s'agissait de l'acte authentique de vente définitif et d'un extrait récent du registre de la publicité foncière. Le médecin expliqua de manière très percutante qu'il y a quelques jours, elle avait acquis ce bien immobilier au comptant auprès de sa propriétaire légitime et unique. Tout s'était déroulé dans une étude notariale, dans le plus strict respect du droit français. Aucune fraude n'avait eu lieu. Il s'agissait de la transaction marchande la plus ordinaire au monde. L'ancienne propriétaire, Madame Alice, m'a cédé tous les droits sur ce terrain et ce bâtiment. Elle s'est engagée à vider la propriété des effets personnels, y compris les vôtres. Ce qu'elle a fait, vous n'avez absolument aucun droit de vous trouver ici. Si vous ne quittez pas mon terrain à la seconde, mes agents de sécurité vous expulseront de force pour intrusion. Asséna le médecin d'un ton tranchant. Madame Brigitte avait l'air d'avoir été foudroyée. Elle se mit à trembler de tout son corps. Elle fixait le montant astronomique de la transaction et la signature claire d'Alice sur le document. Toute la fierté dont elle abreuvait ses connaissances de Neuilly s'effondra en poussière en un instant. Plusieurs voisins aisés, entendant les cris, s'étaient approchés des clôtures. Ils se tenaient là et regardaient avec des sourires méprisants. Ils en avaient toujours eu assez du nez en l'air de Brigitte. Et maintenant, avec une satisfaction féroce, ils observaient sa chute spectaculaire. Un sentiment de honte brûlante envahit le visage de Sébastien. Un mélange de panique, de rage et d'impuissance totale l'obligea à agir. D'une main tremblante, il sortit son téléphone et chercha le numéro de sa femme. Il appuya sur le bouton de l'appel vidéo. Il devait voir son visage et entendre ses explications face à cette folie. Après plusieurs longues sonneries, l'appel fut décroché. Une image d'une netteté cristalline apparut sur l'écran du téléphone. Alice était éblouissante. Elle portait des lunettes de soleil sombre très à la mode. Elle était allongée, adossée au coussin d'une luxueuse chaise longue, et en arrière-plan, on pouvait voir l'eau turquoise d'une piscine et les vagues scintillantes de la mer. On pouvait presque entendre le souffle de la brise marine. Alice ne semblait ni inquiète ni repentante. Elle arborait un large sourire, dégageant un calme tel que Sébastien ne l'avait jamais vu en elle durant toutes leurs années de mariage. « Salut Sébastien, comment se passent les vacances à Dubaï ? C'était bien ?» salua-t-elle d'un ton insouciant, qui le frappa en plein cœur comme un coup de poignard. « Alice, qu'est-ce que tu fabriques ? Pourquoi as-tu vendu notre maison ? Où sommes-nous censés vivre avec ma mère maintenant ? Tu as perdu la raison ?» hurla Sébastien face à l'écran. Sans prêter attention aux voisins qui savouraient chaque détail de ce drame, Madame Brigitte se fraya un chemin jusqu'au téléphone, se mit à hurler et à proférer des injures envers sa belle-fille. La traitant d'ingrate et de vipère, élevée en son propre sein, Alice ne réagit pas à ces insultes. Elle caressa calmement le chat, qui venait de sauter sur ses genoux à cet instant précis. Elle regarda droit dans la caméra. « Notre maison ? Je suis désolée, Sébastien. Mais c'était ma propriété privée. Je l'ai achetée avec mon propre argent et elle était à mon nom. Je pouvais la vendre à tout moment. D'ailleurs, ta mère m'a elle-même ordonné de nettoyer méticuleusement toute la maison. Alors je l'ai nettoyée jusqu'aux fondations, répondit-elle avec un sourire sarcastique. Puis elle se réinstalla sur son transat. Son regard à travers les verres de ses lunettes devint glacial et meurtrier lorsqu'elle s'adressa à sa belle-mère. « Tiens, maman, vous êtes déjà rentrée de vacances ? Et pourquoi ne vous reposez-vous pas dans votre nouvel appartement ? J'ai envoyé l'adresse de votre entrepôt à Sébastien. Par message, toutes vos affaires ont été soigneusement jetées dans des cartons là, bas. Ah,
Je suis actuellement très occupée à garder le chat dans ma nouvelle villa. Alors je vous prie gentiment de ne pas perturber ma détente. Bonne nouvelle vie sur le trottoir. » Sans attendre de réponse, Alice coupa la communication. L'écran du téléphone devint noir. Sébastien essaya de rappeler, mais n'entendit que le message indiquant que son correspondante n'était pas disponible. Alice avait bloqué son numéro de manière permanente. Le médecin fit un signe de tête aux agents de sécurité. Ceux-ci s'approchèrent et, d'un geste ferme, ordonnèrent à la famille de Sébastien de s'éloigner du chantier. La tête basse, noyée de larmes, Brigitte se traîna devant elle, suivie d'un Sébastien humilié jusqu'à la moelle. Tirant de lourdes valises sur le trottoir poussiéreux, le soleil de l'après-midi tapait impitoyablement. Sébastien et sa mère et sa sœur étaient assis sur le bord du trottoir. Quelque part près d'une route sortant de la ville, personne ne prononçait un mot. Madame Brigitte sanglotait, serrant son sac de créateur contre sa poitrine. Comme si c'était la dernière encre jetée dans cette folie, Chloé se plaignait de la canicule et exigeait que son frère appelle un taxi pour les emmener à l'ombre. Sébastien se frotta le visage de fatigue. Il ouvrit un unique texto d'Alice pour vérifier l'adresse indiquée. C'était un quartier rempli de hangars en ruine dans la banlieue industrielle d'Aubervilliers, un endroit à des années-lumière des beaux quartiers, faute d'argent liquide pour un vrai taxi utilitaire. Sébastien dut commander via une application la camionnette de chantier la plus miteuse, utilisée pour le transport de matériaux de construction. Lorsque le véhicule arriva, le chauffeur regarda avec étonnement cette famille vêtue d'habits luxueux, mais atrocement sale, avec ses immenses bagages. Sébastien ne fit pas attention à lui. Il chargea les bagages à l'arrière. L'habitacle ne comptait de place que pour 2 passagers. Il dut donc se glisser à l'arrière entre les cartons et les valises, tandis que sa mère et sa sœur voyageaient à l'avant, près du conducteur en sueur. Traverser Paris jusqu'à la banlieue opposée prit près de 2 heures. Plus ils avançaient, plus la route devenait mauvaise. Pleine de nids de poules et de bosses, la poussière de la rue se déposait sur le visage de Sébastien. Assis à l'arrière, il sentait que tout s'effondrait autour de lui. Fini les voyages de luxe, fini le poste de directeur financé par le portefeuille de sa femme. Le vieux fourgon finit par bifurquer dans une impasse menant à de vieux box d'entreposage. L'endroit était sinistre, de longues rangées de tôles rouillées, aucun arbre, et une chaleur accablante tombant du ciel. L'air était lourd et sentait la graisse. Le véhicule s'arrêta devant une porte basculante, verrouillée par un cadenas. Sébastien sauta de l'arrière, remettant au conducteur les dernières petites pièces qu'il avait arrachées de force au portefeuille de sa mère. La camionnette repartit, les laissant dans un nuage de gaz d'échappement. Sébastien s'approcha et remarqua une petite enveloppe glissée dans l'interstice entre la porte et le sol. À l'intérieur, il y avait une clé et le reçu du paiement de la location pour le mois en cours. Les mains tremblantes, il inséra la clé dans le gros cadenas et la tourna. En se débattant avec la lourde porte rouillée, il finit par la soulever. Le grincement du métal non huilé fut assourdissant. Dès que la porte se leva, une vague d'air atrocement brûlant les frappa. À l'intérieur, il n'y avait pas de climatisation, pas de fenêtre, juste une ampoule sale au plafond. Dans cet espace claustrophobique gisaient des piles de cartons de bananes et d'équipements audiovisuels froissés. Sébastien déchira l'adhésif de l'un d'eux. À l'intérieur s'entassaient les vêtements de sa mère jetés négligemment, mélangés à des cosmétiques et à l'une des chaussures de Chloé. À cette vue, la sœur de Sébastien piqua une crise d'hystérie. Elle donna un coup de pied de toutes ses forces dans la boîte, hurlant sur sa mère que c'était à cause de son ego idiot et de son comportement abject envers Alice qu'ils avaient atterri dans cette porcherie. Elle rappela à Brigitte qu'elle avait toujours traité Alice comme un déchet et que maintenant c'était elle qui se retrouvait tout au fond du trou. Madame Brigitte, incapable de supporter que sa propre fille
pointe ses erreurs du doigt, lui rendit l'appareil avec des insultes de bas étage et gifla Chloé de toutes ses forces. Une dispute violente éclata dans le hangar étouffant, où les cris rebondissaient sur les fines parois métalliques. Sébastien tenta de séparer les femmes qui s'empoignaient, les suppliant de se calmer, car il devait concevoir un plan d'évacuation. Avant même qu'ils ne parviennent à rétablir l'ordre, il entendit le rugissement de puissants moteurs à l'extérieur. Un gros véhicule tout-terrain noir s'arrêta dans un crissement de pneus juste devant leur box, et la lumière, qui filtrait à l'intérieur, fut bloquée par d'imposantes silhouettes masculines, 5 hommes à la carrure massive, tous de noir vêtus, firent irruption dans l'entrepôt. Celui qui marchait en tête et semblait être le chef tenait une photo imprimée à la main. Il regarda le visage de Sébastien, le compara à la photo et eut un sourire sinistre. « Tiens donc, c'est là que vous vous cachez. Regardez. Les gars, le type a fait faillite plus vite qu'on a eu le temps d'arriver jusqu'à lui, » siffla-t-il d'une grosse voix menaçante. Sébastien déglutit avec difficulté, et la sueur lui coula dans le dos. Il reconnut cet homme. C'était un recouvreur de dettes français, travaillant avec la mafia des usuriers à l'étranger. Leur réseau d'informateurs fonctionnait avec une redoutable efficacité, permettant de traquer un débiteur presque immédiatement après son retour au pays. « Je vous en supplie. Donnez-moi un peu de temps, je vous rendrai tout. Jusqu'au dernier centime, j'ai juste des problèmes de trésorerie momentanés, » balbutia Sébastien. Les jambes flageolantes, le chef de groupe se contenta de cracher sur le béton poussiéreux. Ses problèmes de trésorerie, il n'en avait strictement rien à faire. Le contrat de prêt qu'il avait signé avec les usuriers comportait des clauses de bandit. Les intérêts augmentaient à une vitesse astronomique. L'homme fit un signe de tête à ses sbires. 4 colosses se dispersèrent immédiatement dans le box, éventrant brutalement les cartons qui contenaient toutes les possessions de Sébastien et de sa mère. Madame Brigitte commença à hurler à plein poumon lorsqu'elle vit qu'il fourrait ses précieuses affaires en cuir dans de grands sacs. Elle tenta de leur arracher ses biens, mais l'un des malfrats la repoussa avec une telle violence qu'elle tomba sur le sol crasseux, s'écorchant les genoux. Chloé se recroquevilla dans un coin de l'entrepôt, se cachant le visage dans les mains, pleurant de terreur. Les recouvreurs raflèrent tout ce qui avait une quelconque valeur marchande, les sacs de créateurs, les bijoux en or que Brigitte portait sur elle, les montres coûteuses de Sébastien, et pour finir, ils embarquèrent aussi les valises, fraîchement rapportées, remplies de vêtements achetés à l'étranger, sans la moindre pitié. Ils considérèrent cela comme faisant partie du premier remboursement. Après avoir vidé la tôle, le chef de l'équipe s'approcha de Sébastien et l'agrippa fermement par le col. Il l'informa, avec une franchise brutale, que la camelote qu'il venait d'emporter couvrait à peine les intérêts accumulés jusqu'à présent. Le capital du prêt restait toujours intact, et il serait de retour dans 1 semaine. S'ils n'avaient pas d'argent liquide frais de préparer, ils emploieraient des méthodes de recouvrement nettement plus douloureuses. La bande d'hommes repartit avec leurs biens, laissant la famille dans une ruine totale et absolue. Madame Brigitte gisait en larmes sur le béton, comprenant enfin la vérité. En une seule nuit, elle avait perdu sa fortune, sa dignité et tout son avenir. La première nuit dans le hangar d'Aubervilliers ressembla à l'enfer sur terre. L'étouffement, l'odeur omniprésente et les nuées de moustiques ne leur permirent pas de fermer l'œil une seule seconde. Brigitte sanglotait sans arrêt. Et Chloé, affamée, se pelotonnait sur un tas de cartons écrasés. Sébastien restait assis, fixant la porte baissée de l'entrepôt. Dans son esprit se déroulait un processus désespéré pour trouver la moindre voie de sortie de ce piège. Il avait la conscience cruelle que la seule personne sur Terre capable de le sortir de ses dettes et de la misère était la femme qu'il avait détruite pendant des années. Il décida qu'il devait retrouver Alice, la supplier à genoux de lui pardonner et faire tout, absolument tout,
pour qu'elle veuille le reprendre. À l'aube, il laissa sa mère et sa sœur dans l'entrepôt et parcourut plusieurs kilomètres à pied pour atteindre le domicile d'un vieil ami. Il supplia « sa platite » jusqu'à ce qu'il finisse par emprunter une somme qui suffisait à peine pour un billet dans le train régional, le moins cher, vers le sud de la France. Le voyage jusqu'à la côte dura de longues heures, le compartiment exigu, l'absence de climatisation et les mauvaises odeurs ne firent qu'accentuer son humiliation. Dans sa bouche persistait le goût des nouilles instantanées bon marché, la seule nourriture qu'il avait les moyens de s'offrir. Une fois arrivé dans le sud, il dut frauder dans un train de banlieue en direction de la côte, n'ayant plus rien pour payer le billet. La chaleur cuisante brûlait son visage épuisé et sale. En échappant de justesse au contrôleur, il parvint enfin à la gare et se mit en marche vers l'une des rues les plus exclusives de Cannes. Il déambulait parmi les villas jusqu'à ce que son regard tombe sur une haute clôture en verre et une magnifique résidence moderne, dissimulée derrière des pins, presque au bord de la plage. Il frissonna à la vue de l'interphone vidéo près du portillon. Dans sa tête, il avait déjà préparé un script tout prêt. Larmes, supplications, serment d'amélioration. Il appuya sur le bouton, priant intérieurement. De l'extérieur, il n'entendit qu'une sonnerie mélodieuse. Un instant plus tard, un garde en uniforme sortit. Ouvrant le portillon latéral, il toisa Sébastien de haut en bas. Il avait maintenant l'air pire qu'un sans-abri ordinaire, qu'au loin d'être le mari de la propriétaire. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda fermement le garde. « Je m'appelle Sébastien. Je suis le mari de Madame Alice. Laissez-moi entrer. »« Je vous en prie. Je dois la voir immédiatement. C'est une question de vie ou de mort. » Râla l'homme essoufflé. Le garde fronça les sourcils. Mais après un moment, il sortit un talkie-walkie. Il parla un instant avec quelqu'un à l'intérieur de la maison, puis, au grand soulagement de Sébastien, le portillon s'ouvrit avec un déclic métallique. Sébastien courut sur la pelouse parfaitement entretenue. Respirant avec soulagement, il était sûr que ses larmes et son repentir fonctionneraient. Les portes-fenêtres de la terrasse s'ouvrirent et Alice sortit. Elle portait une robe d'été légère, d'une élégance inouïe, et ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Elle dégageait une tranquillité et une puissance qui l'arrêtèrent sur place. Pendant une fraction de seconde, en voyant sa femme, Sébastien se mit à courir, pour s'effondrer à genoux un instant plus tard, exactement au pied des marches de la terrasse. Des larmes de crocodile inondèrent son visage sale. « Alice, mon amour adoré, pardonne-moi. Je sais que j'ai tout gâché sur toute la ligne. Je sais que ma famille t'a traité de façon abjecte. Je t'implore d'avoir pitié. Je jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, que je vais changer. Je serai le mari idéal. Je tiendrai tête à ma mère. Je t'en suppliais. Et rembourse ces dettes atroces. Les usuriers vont nous tuer. Ils vont nous faire du mal. Yeten prie. Sauve-nous. » Gémit Sébastien en tendant les mains pour attraper l'ourlet de sa robe. Alice recula instantanément d'un pas, dégoûtée par ses mains sales. Sur son visage, il n'y avait pas 1 milligramme de pitié ou de compassion. Son regard était plus froid que la glace. Elle observait avec un dégoût non dissimulé cette épave humaine se tordant sur le sol. Sébastien continua de se lamenter. Promit monts et merveilles. Se frappa la poitrine, feignant d'être la victime innocente d'une mère toxique. C'est alors que, dans son dos, un bruit retentit, le portillon s'ouvrit à nouveau, et une voiture de police, gyrophare bleu clignotant, pénétra dans l'allée. Les portières du véhicule claquèrent, interrompant ce spectacle pitoyable. Sébastien se figea, la tête tournée vers l'arrière. 2 policiers en uniforme sortirent de la voiture, accompagnés de l'avocat d'Alice, qui serrait un dossier rouge dans sa main.
Ils s'approchèrent d'un pas énergique vers la terrasse. Sébastien était paralysé de terreur. Il regarda le visage de sa femme. Implorant la moindre explication à cette folie, Alice descendit une marche. L'avocat lui tendit le dossier rouge. « Signe ce document. Et maintenant, Sébastien, » dit Alice d'un ton impitoyable et tranchant comme une lame, en lui jetant le dossier, avec la demande de divorce juste devant les genoux. « Notre mariage appartient officiellement à l'histoire. Je ne suis plus ta femme, et j'ai arrêté d'être le distributeur automatique pour payer tes dettes et celles de ta mère. » Sébastien regarda la demande en justice, et tout son corps tremblait. « Alice, ne me fais pas ça. Je t'en supplie. Je vais tout réparer. Ne divorce pas de moi. » Sanglota-t-il. Alice ne fit qu'émettre un rire sec. Elle reporta son regard sur les policiers, qui s'étaient déjà placés de part et d'autre de son mari, et une fois que tu auras signé ce petit papier, qu'il soit assez gentil pour expliquer à ces messieurs de la police ce qu'il est advenu de l'énorme somme d'argent que tu as détournée de mon entreprise ces 6 derniers mois grâce à de fausses factures. Mes auditeurs ont déjà mis la main sur toutes les preuves de tes joyeuses créations comptables, tous ces fonds détournés, avec lesquels tu payais des sacs à main et des vacances à ta maman chérie, et avec lesquels tu bouchais les trous de tes pseudo-affaires, sont magnifiquement documentés et se trouvent sur le bureau du procureur, expliqua Alice d'une voix glaciale. Les yeux de Sébastien s'agrandirent jusqu'à devenir des soucoupes. Son cœur s'arrêta de battre un instant. Sa plus grosse arnaque avait été découverte, et la corde s'était refermée sur son cou de manière irrévocable. L'un des policiers le tira brutalement par l'épaule, l'obligeant à se relever. Le claquement sec des menottes, se refermant, résonna sur la terrasse. Le type qui, il n'y a pas si longtemps, fanfaronnait avec la carte de crédit d'autrui, se tenait maintenant la tête basse, comme un condamné attendant son exécution. Emmenez-le. Mon service juridique s'assura demain matin que la demande de détention provisoire soit présentée au tribunal, lança Alice aux agents. Ils commencèrent à traîner Sébastien vers la voiture de police. Tout au long du chemin, il se débattit et hurla vers sa femme, gémissant pour obtenir pitié, mais Alice resta impassible, regardant ce parasite suceur de sang atterrir sur le siège arrière de la voiture des forces de l'ordre. La porte claqua, coupant net ses pitoyables hurlements. La voiture démarra dans un crissement de pneus, l'emmenant vers la maison d'arrêt. À bien loin de tout luxe, Alice ferma les yeux et respira profondément l'air frais et salé de la mer Méditerranée. Elle avait éradiqué la tumeur principale. Maintenant, il suffisait d'attendre que la machine de la justice achève le reste. Le temps passa très vite. Le procès ne fut qu'une simple formalité, car les preuves du détournement de plusieurs millions apportées par les avocats d'Alice étaient irréfutables. Sébastien fut condamné à plusieurs années de prison ferme. L'incarcération de Sébastien porta le coup de grâce à Madame Brigitte. Sans le parapluie protecteur de son fils et l'accès à l'argent de sa belle-fille, son existence s'effondra dans le précipice. Les recouvreurs apparaissaient tous les quelques jours, la poussant au bord de la folie par leurs menaces et leurs cris. Chloé, ne pouvant supporter cet enfer sur terre, s'enfuit purement et simplement une nuit. Elle laissa sa mère seule dans le hangar malodorant, emportant même les maigres économies issues des canettes et des bouteilles qu'elle ramassait. Brigitte se retrouva complètement seule au monde. Toutes ses riches amies de Neuilly-sur-Seine l'avaient immédiatement bloquée. Ces mêmes personnes devant lesquelles elle gonflait tant les muscles lui fermaient maintenant la porte au nez. Souriant avec sarcasme, la faim et les visites incessantes de la mafia la forcèrent à abandonner les restes de son ego surdimensionné. Elle dut aller travailler, peu importait la dureté ou la saleté de la tâche, pourvu qu'elle puisse s'acheter du pain, trouver un poste à son âge, sans aucune qualification, et avec un caractère aussi agressif, relevait du miracle. On la jetait à la porte des magasins, des cantines et des ateliers de couture. Finalement, errant dans Paris avec ses dernières forces,
Elle supplia pour obtenir un poste dans un hôtel exclusif pour animaux dans le 16e arrondissement de Paris. Cet endroit accueillait les compagnons à quatre pattes capricieux de l'élite et des célébrités dont les propriétaires payaient des milliers d'euros pour le séjour de leur animal. Madame Brigitte fut embauchée comme agent d'entretien au plus bas de l'échelle. Pour faire court, elle devint une simple femme de ménage. Elle n'avait pas le choix si elle voulait survivre. Son corps se rebellait à chaque instant. De l'aube au crépuscule, elle portait un tablier en caoutchouc nauséabond et des bottes trempées. Son seul travail consistait à récurer les sols, ramasser les poils, nettoyer à la serpillière les flaques laissées par des chiens indisciplinés, et seule, ce qui la dégoûtait le plus, et vider les excréments malodorants des litières pour chats. L'odeur d'urine imprégnait sa peau, lui causant des migraines permanentes. Les articulations de ses genoux craquaient et la faisaient atrocement souffrir à chaque fois qu'elle s'agenouillait pour laver le sol à la brosse. Personne ne prêtait attention à son âge ou à ses larmes. La directrice de l'hôtel était tranchante comme une lame et n'hésitait pas à la réprimander devant tout le monde lorsque Brigitte travaillait trop lentement. Un après-midi, une grande agitation s'empara de l'hôtel. La directrice courait nerveusement dans les couloirs, donnant des ordres hystériques. Elle avait reçu l'information que la cliente la plus importante allait arriver d'une minute à l'autre pour récupérer son animal après ses soins au spa. Tout devait étinceler. Madame Brigitte, qui était justement en train de passer la serpillière dans le couloir près de la réception, reçut l'ordre de se recroqueviller dans un coin, de tenir son manche bien droit et, par-dessus tout, de ne pas se faire remarquer. Au loin retentit le carillon agréable et subtil des portes vitrées, qui s'ouvrirent automatiquement sur les côtés. La directrice se tint presque aux gardes. « Ah, vous !» affichant un sourire parfait. Comme figée, l'équipe de la réception vit entrer une femme vêtue d'un élégant manteau crème et d'un foulard en soie. Son visage était caché par d'immenses lunettes de soleil très stylées. Sa démarche était pleine de grâce, qu'est de pouvoir et d'un luxe qui emplit littéralement toute la pièce. L'air fut traversé par le sillage d'un parfum incroyablement cher, neutralisant totalement l'odeur des produits d'entretien des sols. Le cœur de Brigitte s'arrêta, et son sang se figea dans ses veines. Le balai à franges lui glissa des mains et heurta le sol avec fracas. Elle devint blanche comme un linge. Elle connaissait cette posture, cette assurance, et la forme de ce visage que trop bien. C'était Alice. La belle fille qu'elle traitait, il n'y a pas si longtemps comme la pire des ordures. S'en servant comme souffre-douleur, aujourd'hui, Alice se tenait sous le feu des projecteurs comme une véritable maîtresse de la vie, tandis qu'elle-même n'était qu'une femme de ménage misérable et puant la litière. Alors qu'Alice signait la facture au comptoir, la directrice se retourna et hurla sur Brigitte. « Et, qu'est-vous ? Venez vite ici. » Tenez la laisse avec le chat de madame pendant le paiement et aidez à porter sa nourriture jusqu'à la voiture. Le corps de Brigitte fut pris de tremblements spasmodiques. Ses jambes refusaient de lui obéir. La tête baissée, traînant ses bottes, elle s'approcha du comptoir en marbre. Elle ne rêvait que d'une chose, que la terre s'entr'ouvre et l'engloutisse dans les abysses. Elle ne pouvait pas supporter cette humiliation. De ses vieilles mains abîmées par les détergents, Brigitte prit la laisse de luxe attachée à un chat majestueux de race Maine Coon. Au pelage brossé et brillant, elle se rendit compte que c'était ce même chat qu'elle avait un jour impitoyablement chassé à coups de pied dans le salon. Alice poussa le stylo, ferma son sac à main, puis se tourna très lentement, avec une volupté évidente, vers la femme de ménage. Elle retira ses lunettes sombres. Son regard transperça sa belle-mère de haut en bas. Elle voyait le tablier usé, les mains meurtries et le visage ravagé par les rides du désespoir. Alice ne ressentit aucune pitié. Ce qu'elle voyait n'était que la facture parfaitement calculée que le destin présentait pour tant de méchanceté et d'arrogance. Sur ses lèvres fleurit ce même sourire subtil avec lequel elle leur avait dit au revoir. Elle s'approcha d'un pas,
D'un geste délicat, elle reprit la laisse des mains de Brigitte, qui était restée figée, puis elle ouvrit son porte-monnaie en cuir, en sortit un billet de 100 heures, et très lentement, et le glissa dans la poche sale du tablier de son ex-belle-mère en guise de pourboire, elle pencha légèrement la tête, approchant ses lèvres de l'oreille de Brigitte. Sa voix était douce, mais tranchait plus profondément qu'un scalpel. Travaille dur et honnêtement. Maman, reste ici et garde bien mon chat. Tu seras sûrement malade en avion. C'était l'exacte répétition des mots avec lesquels Brigitte lui avait craché au visage ce matin-là. Dans le grand salon, la boucle du karma était parfaitement bouclée. Alice se redressa, remit ses lunettes sur son nez, sans un regard en arrière, sortit majestueusement par les portes vitrées. Le magnifique chat la suivait du pas fier d'un lion. Madame Brigitte n'en put plus, dès que les portes se refermèrent derrière son ex-belle-fille, et que la luxueuse voiture quitta le parking. Ses genoux cédèrent complètement, elle s'effondra sur le carrelage dur et froid, elle serra de toutes ses forces le manche de la serpillière mouillé de ses 2 mains, comme si c'était le seul ami qui lui restait. Les larmes d'une honte brûlante, d'une douleur gigantesque et de sa défaite ultime inondèrent son visage. Elle éclata en sanglots irrépressibles au beau milieu du hall, pleurant sur ses propres erreurs et sur son orgueil monstrueux, qui, de son propre fait, lui avait tout pris. Il ne lui restait plus que l'abîme sombre et accablant d'interminables remords